d'être resté avec nous pour ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Les deux hommes que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui exercent un métier public et pourtant ils sont totalement différents lorsqu'ils sont loin des projecteurs. Alors vous avez certainement reconnu le journaliste Samuel Etienne qui reconnaît volontiers endosser un rôle lorsqu'il présente un journal télévisé. Et pourtant, nous allons découvrir aujourd'hui qu'il gagne également à être connu dans la vie. Quant à Thierry Marquet, il s'est fait connaître dans l'émission de Laurent Ruquier. On a tout essayé. Et depuis sa venue chez nous, il y a 6 ans, il a réussi à s'imposer en tant qu'humoriste. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. On va démarrer tout de suite avec vous, Samuel. J'en apprends de belles à votre sujet. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu en novembre 2009 dans une émission intitulée « Je ne suis pas moi-même » à la télé. Et vous aviez alors dévoilé une facette insoupçonnable de votre personnalité. Pourquoi aviez-vous accepté de venir témoigner chez nous la première fois? Par amitié, parce que Jean-Luc était quelqu'un qui me fascinait d'abord beaucoup, le grand professionnel qu'il était, et puis on s'était croisés un peu ces années précédentes, donc je crois qu'il m'aurait invité sur n'importe quel thème, et je l'aurais rejoint, je ne regrette pas cette émission. C'était pour parler de quelque chose d'assez intime, c'est vrai qu'à l'époque j'en parlais difficilement, mais pour lui ça allait. Alors de quoi étiez-vous venu parler? En fait, il y a une quinzaine d'années de cela, le monde du tatouage, que jusque-là je connaissais mal et que j'observais même avec une certaine méfiance, m'est devenu familier, et j'ai commencé à éprouver une véritable fascination pour le tatouage. Voilà. Ça a été un long mouvement, et puis un jour ça s'est imposé à moi, il a fallu que je me tatoue. Ouais. Et mon premier tatoueur m'a dit « Tu verras Samuel, le plus dur c'est de s'arrêter », et je confirme. Ah bon? Voilà, et donc ça a commencé il y a une quinzaine d'années, et j'ai continué. Mais on ne voit rien? Non, et c'est volontaire. On est frustré. C'est quelque chose de très secret, de très personnel, de très intime. Je le fais vraiment pour moi, et très rares sont ceux qui les voient. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous les dévoilerez? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous les dévoiliez? Si j'étais paparazzé par exemple, sur une plage à l'autre bout de la planète avec mes tatouages, ils deviendraient publics. Mais ça ne me gênerait pas plus que ça. C'est juste que je ne suis pas dans une démarche de les montrer, si vous voulez. Après, j'assume d'avoir changé mon corps, quoi. Messieurs les paparazzis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce qui me console, c'est que Jean-Luc non plus n'y était pas parvenu à vous faire changer d'avis. Et si vous êtes là 5 ans et demi plus tard, c'est pour nous parler d'une autre de vos passions, la course à pied, un hobby que vous avez décidé de mettre au service des autres. Regardez. À l'antenne, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de stress. C'est comme une bulle de plaisir. Très détendu à l'écran, Samuel Etienne avait su tirer de son travail de journaliste une véritable philosophie de vie. Comment vous qualifieriez l'image que vous renvoyez par la télévision? Que je suis doux. Oui, c'est vrai. Que je suis tranquille. Je dirais doux, moi aussi, je dirais doux. Que je suis apaisé, un peu comme un petit animal. Quels sont les défauts que vous gommez à l'antenne ou que vous écartez? En fait, mon moi à l'antenne, c'est mon moi idéal. C'est le moi vers lequel j'aimerais tendre. Je m'explique. Moi, je suis né anxieux. Aussi loin que je me rappelle, j'étais plutôt inquiet, anxieux. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Voilà. Et j'aime pas ça. La vie est plus compliquée que l'antenne, en fait. Ah bon? Mais derrière cette image sérieuse se cachaient des passions insoupçonnées. À 30 ans, j'ai commencé à me tatouer. Voilà. Est-ce que vous avez choisi quoi et où? Non, où ça n'a rien de particulier. Enfin, c'est pas des endroits étranges. Je vous rassure, ils sont très grands parce que j'aime les grands tatouages et c'est toujours des dragons. Samuel, vous avez une autre passion aussi. Mais tous les soirs avant de m'endormir, je lis depuis aussi loin que je me souviens, un magazine de moto. Voilà, j'ai eu un choc visuel enfant. Je suis un passionné de moto. Donc je ne roule qu'en moto, j'en ai plusieurs, je les collectionne. Et il y a une autre passion que je partage avec vous qui est la course à pied. Cinq ans et demi après l'émission, Samuel Etienne se passionne toujours pour la course à pied. Une discipline qu'il pratique depuis maintenant 15 ans et qui lui permet de trouver un équilibre dans sa vie.
Moi, la course à pied, ça m'apporte énormément dans mon métier parce que le journalisme, ça m'a construit, ça m'a donné beaucoup de choses, mais ça reste un métier stressant où les choses vont très vite. La course à pied, c'est le moment où on pose tout, où on s'aère la tête. C'est devenu une drogue, la course à pied, mais une bonne drogue, c'est-à-dire je ne pourrais pas m'en passer. Et le présentateur prépare aujourd'hui une course un peu particulière. Là, ce que je fais ce week-end, c'est une course de 80 km en région parisienne, avec arrivée à la Tour Eiffel, qu'on va faire sans doute, je pense, en 10-12 heures à peu près. C'est un moment de dépassement aussi, puisque même si on est un peu entraîné, 80 km, ça reste une distance. Et donc, il y a toujours ce petit nœud au ventre en se disant, est-ce que je vais aller au bout? Et là, aujourd'hui, j'ai bien l'intention d'arriver au bout. Et pour venir à bout de ces 80 km, Samuel Etienne ne sera pas seul. Sur le lieu de départ de la course, le présentateur retrouve les membres de l'association Pompiers Raids d'Aventure, qui propose à des enfants handicapés de participer à des courses. Ici on démarre avec Thomas, donc Thomas qui fait les 22 premiers kilomètres. Ouais, Thomas, Rufus qui va faire aussi à peu près 20 km. Après c'est toi. Lucas enchaîne. Ouais. Chacun à leur tour, ces enfants vont être transportés dans ce qu'on appelle des joëlettes. Depuis quelques années déjà, je voyais ces coureurs courir avec des joëlettes, c'est-à-dire ces petites charrettes à roues sur lesquelles on peut mettre des enfants ou des adultes d'ailleurs handicapés. Et je trouvais ça magique et puis je les trouvais très courageux. Et un jour, cette association de pompiers, Pompiers Raids d'Aventure, est venue vers moi et m'a invité à une course. Les sourires de ces enfants, tout au long de la course, leurs yeux pleins d'étoiles, je vous avoue, j'étais un peu au bord des larmes à la fin parce que c'était humainement très très fort et je voyais bien que il y avait quelque chose de très chaleureux, de très humain qui se passait. Et aujourd'hui encore, on va se faire plein de beaux souvenirs. Depuis quelques mois, Samuel Etienne est même devenu le parrain de l'association. Un choix évident pour Jérôme, le président. J'ai choisi Samuel Etienne parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs. Samuel a un contact assez facile avec les enfants, il va vers eux, il n'y a pas d'appréhension, il n'a pas cette barrière il n'y a pas la barrière du handicap. Aujourd'hui, c'est ma première grande course avec eux. Une première grande course qui commence maintenant avec le petit Thomas. « 20 km et 2h30 plus tard, Samuel Etienne et les pompiers arrivent à leur premier relais. Tu as aimé la course? C'était bien? Par rapport à celle que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui? Les raccourcis. Ah ah ah! Comprenez les raccourcis? À tout à l'heure, bonhomme. C'est maintenant au tour de Rufus de rentrer dans la course. On croit qu'on repart maintenant? Oui, Samuel, on repart. Maintenant, on va au bout, hein? Avec Rufus. Encore 60 km. Rufus, on gagne ou on gagne pas? On gagne la course, il dit Rufus. J'ai l'impression d'être un peu moins égoïste. J'ai l'impression de donner le meilleur de moi, c'est-à-dire de partager mes passions. Ça contribue peut-être pas à faire du monde dans lequel on vit un monde meilleur, en tout cas, mais j'apporte ma toute petite pierre, quoi. Dans les courses qu'on fait, quand elles deviennent un petit peu dures, il y a toujours un moment où le corps lâche, où on dit mais qu'est-ce que je fais là, voilà. Et dans ces moments-là, dans ces courses très particulières avec les enfants, de les croiser eux, dont le rêve justement est de pouvoir marcher, on se dit mais t'as juste aucun droit de te plaindre, quoi. C'est-à-dire toi tu vis leur rêve à eux au quotidien, quoi. Et c'est ça qui est très très fort. 80 km, ça commence à faire quand même, là. Oui. Il faut combien de jours pour récupérer? Combien de temps? En général, au bout de 2-3 jours, les douleurs commencent à disparaître des jambes. Et au bout d'une semaine, on est complètement récupéré. N'importe qui peut faire 80 km. C'est juste une question d'entraînement, en fait. Il faut y consacrer un peu de temps. Alors, je rappelle que cette association dont vous êtes le parrain s'appelle Pompiers Raids d'Aventure. Quel en est le principe? En fait, ce sont des pompiers au cœur en or et puis aux jambes d'acier. Et leur passion pour le sport et la course à pied, ils la partagent avec des enfants handicapés. Et ils les emmènent dans leurs courses aux quatre coins de la planète. Ils vont au Maroc, ils sont allés en Australie. Ils ont fait une course incroyable qui s'appelle la Diagonale des Fous à La Réunion. Donc c'est des courses extrêmes, hein, souvent bien au-delà du marathon. Le marathon des sables au Maroc, ça fait 250 km. Ils ont couru avec ces joëlettes, avec ces enfants. Dans les dunes, c'est Et voilà, ils emmènent ces enfants. Et l'objectif, c'est de les sortir un peu de leur quotidien. Ce sont des enfants qui ont un quotidien parfois très répétitif en raison de leur handicap. Et puis de
de les emmener voir autre chose et de provoquer du sourire. Et je peux vous garantir que ça marche avec les Ouais. enfants. Ils sont Comment ils heureux. réagissent, ces enfants? Oh, mais moi, c'était ma question. Quand... C'est pas trop long pour eux? Mais c'est ce que je me ces disais, distances, exactement, Sophie. en étant immobile, quand Moi, je me même. disais, mais ils vont s'ennuyer, les pauvres. Ouais, ouais. Nous, on aime courir, on est dans Ouais. notre truc, mais... Ouais. Et je me disais vraiment ça. Et la première course que j'ai fait avec eux, et j'ai vu que c'était pas du tout ça. Au contraire, que c'est pour eux, c'était une vraie aventure, quoi. Ils participent à l'aventure. Oui, et puis à travers nous, et à travers vous les encouragent pompiers. Oh là là, mais tout le temps. On Mm. les entend, et puis ils rient, et puis on les charrie un peu, on blague beaucoup, les pompiers sont Mais très... vous parlez en plus de courir? Oui. Quand vous faites 80 km, vous arrivez à trouver l'énergie de parler. Alors d'abord, sur des distances comme ça, on court doucement, hein, on n'est pas sur un sprint, donc c'est une foulée tranquille. Quand ça monte trop fort, on marche un peu. Donc, C'est en 6 jours, je crois. Hein. et le marathon des sables, c'est une course d'une semaine. Celle qu'on vient de voir là, par exemple. Je dis ça pour rire. Non, c'est vrai. Ouais, le marathon des sables, c'est sur une semaine, c'est un marathon par jour. L'éco-trail qu'on vient de voir, on l'a couru en 10h30. Donc en 10h30, plutôt que penser à sa douleur et à ses jambes, on parle, on chante, on raconte des histoires drôles. Et qu'est-ce que ça vous apporte, ces distances? C'est quoi? C'est un partage? Ça libère tellement d'endorphines Ouais, c'est que ça. vous êtes en pleine forme? C'est ça. Vous êtes en C'est- forme psychologiquement? Il y a une addiction à la course à pied parce que l'état dans lequel ça vous plonge, cette arrivée d'endorphine qui fait que vous vous sentez bien, fait que Mais on se sent bien au bout de combien de kilomètres? on se sent. Moi, je non, me suis jamais sentie bien. au bout. L'endorphine, on dit qu'elle est sécrétée à peu près au bout d'une heure, 1 heure et quart d'effort. Ah oui, mais je comprends. Voilà. Ah, ça, je Donc, si on comprends s'arrête que- avant, on perd l'essentiel. Ah d'accord. Donc quand on a goûté à ça, c'est bon, alors on veut que ça recommence, Mhm. et on se sent vraiment bien dans sa tête et dans son corps. Et aujourd'hui, il n'y a pas une décision importante que je prends dans ma vie autrement qu'en courant, quoi. Ah ouais. Ouais. Une décision importante sur le plan professionnel, je sors courir et je la prends en courant. Après. Pendant. C'est-à-dire que mon esprit est tellement aéré Mhm. que tout s'éclaircit, quoi. Et je connais pas un souci, un problème qui me Ouais, résiste à une course à pied, quoi. Alors, à part les tatouages, vous avez d'autres révélations à nous Non, faire? j'ai une vie très normale. Après, j'ai un Si, intérêt... bah, les extraterrestres, pas Oui, vous. j'ai un intérêt un peu étrange, mais qui remonte à l'enfance pour les extraterrestres. Je ne sais pas si tout le monde croit ou pas aux extraterrestres. Moi, je suis persuadé mathématiquement que l'univers étant à ce point étendu qu'il y a sûrement des formes de vie autour de nous, peut-être très loin. Et un jour, j'ai beaucoup ri un jour parce que j'ai reçu Nelson Montfort. Ouais. Qui C'est une sorte d'extraterrestre est en étonnant. soi. Et lui, qui est persuadé, c'était au ski un jour, d'avoir fait une rencontre du troisième type, comme on Oui, dit. c'est vrai. Il le raconte, il le raconte très bien. Oui, oui, oui. Et je l'ai invité parce qu'il le raconte avec beaucoup de conviction. Mm. Et quelques années plus tard, alors que j'étais dans le désert marocain, j'ai assisté à un phénomène céleste, des lumières dans le ciel, qui objectivement ne peuvent pas s'expliquer. C'est-à-dire? Bah, ce sont des... je vais passer pour un fou, mais c'est pas grave. Donc j'avais un témoin à côté de moi, donc c'est deux regards qui regardent le même spectacle, donc on peut se le confirmer. J'étais pas seul, et je n'étais pas ivre, hein, je le précise. Et je vois un point lumineux qui se déplace dans le ciel à lumière constante. Je me dis que c'est un avion. Et puis je vois un deuxième point qui apparaît sur l'autre côté de l'horizon, puis un troisième. Et je vois les trois points qui convergent vers le même endroit. Ça, je me dis, tiens, c'est quand même très étrange. Je ne vois pas comment trois avions peuvent converger ainsi. Ouais. Et puis subitement, ces trois points accélèrent et convergent tous vers le même point et disparaissent, mais à une vitesse inouïe. Et la personne à côté de moi voit la même chose. On échange là-dessus, on trouve ça un peu surprenant, et subitement apparaît un autre point qui semblait très en retard sur les autres, et qui part de l'horizon et qui converge de nouveau vers le même endroit. Et là, je me suis dit, peut-être pas que ça m'amusait beaucoup, tiens, toi aussi, tu as le droit à ton expérience du troisième type. Je crois que je leur ai dit, mais emmenez-moi, et puis il ne s'est rien passé. Et c'est la seule fois où ça vous est arrivé? Oui, oui, je n'ai pas été enlevé, je n'ai pas été emmené dans le cosmos, et je ne suis pas moi-même un extraterrestre. Mais j'aime cette idée qu'ils existent, qu'ils sont là, qu'ils nous observent peut-être. Et mon rêve absolu de journaliste, ce serait de l'annoncer un jour en début de JT. Vous savez, bonjour, bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, on a une information importante à vous révéler. Nous ne sommes pas seuls, ils sont là. Et d'ailleurs, j'en ai un avec moi en plateau. Ça, ce serait drôle. Ouais. Sur un plan plus personnel, quels sont vos projets? Je me marie très bientôt. Ah bon? Tardivement, mais enfin. Je ne sais pas quel âge vous avez, J'ai cher Samuel. 43 ans. Vous êtes encore très jeune. Ouais. J'ai longtemps cherché l'amour et je l'ai trouvé, voilà. Vous l'avez trouvé. Ça y est. Et donc vous avez très envie, d'après ce que j'ai compris, de transmettre, donc d'avoir des enfants. Oui. Depuis très longtemps d'ailleurs, mais il faut trouver la bonne personne et voilà. Ah bah, super. Bah, écoutez, on vous souhaite- c'est quand le mariage? Bientôt? C'est en mai, dans le désert marocain d'ailleurs. Ah bon? Oui. Avec les lumières. Voilà. Et il y aura peut-être les petits lampions.
Eh bien, écoutez, on vous souhaite d'être très heureux. Merci d'être venu nous voir. Il est temps à présent de revenir sur l'histoire de Thierry Marquet. Vous étiez venu chez nous en avril 2009 dans une émission dédiée aux humoristes. Alors les téléspectateurs avaient notamment pu vous découvrir dans l'émission de Laurent Ruquier. On a tout essayé grâce à vos caméras cachées. Comment aviez-vous vécu votre premier passage sur notre plateau il y a 6 ans? Alors pour être sincère avec vous, j'ai un souvenir assez mitigé de ce passage parce que je m'étais retrouvé avec Yves Lecoq, Gérald Dahan et Sandrine Alexis. Moi, j'étais accompagné de Pascal Selem qui faisait la mise en scène. Et franchement, je me suis demandé, j'étais pas imitateur, donc je me suis vraiment demandé ce que je foutais là, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est le souvenir que j'ai. Maintenant, pour l'anecdote, je me rappelle que Pascal m'avait senti un peu pas très à l'aise. Et m'avait dit, surtout si Delarue te demande de faire un sketch, tu n'en fais pas, tu n'es pas prêt, c'est pas la peine, ne fais pas ça. Puis il y a eu une coupure pub, on revient en plateau, et Delarue me demande de faire un sketch. Et là, Pascal me fait... Vas-y. Donc c'était un peu horrible, donc je me suis pas démonté, je me suis levé, j'ai fait mon sketch. Et cette fois, c'est le public présent qui s'est vraiment demandé ce que je foutais sur le plateau. Alors, ce jour-là, donc Jean-Luc, vous avez pris au dépourvu, vous ne vous étiez pas laissé démonter, c'est ce que vous venez de nous raconter. Puis, il y a quelques jours, c'est à Angers que notre équipe vous a retrouvé à l'occasion de votre dernier spectacle. Et je vous propose de découvrir si, comme Samuel, vous êtes différent sur scène et à la ville. Sur scène, on sait que je suis dans des personnages ou dans du sketch. Humoriste, Thierry Marquet avait été découvert dans une émission de Laurent Ruquier. Son credo, les caméras cachées. Dans le cadre de la Semaine européenne des transports, nous allons vous interpréter quelques grands titres de la chanson française. Et prends la mienne, la cloche à Pour se lancer dans le one-man show, Thierry avait reçu l'aide de Pascal Selem, qui était devenu son mentor. Je cherche un spectacle à mettre en scène. Et puis j'ai eu pas mal de textes qui sont arrivés sur ma boîte. J'ai lu ces textes, je trouvais ça plutôt sympa. Je suis allé le voir et puis j'ai vu qu'il y avait du potentiel et voilà. Et du travail. Et du travail. Et on travaille bien. En petit poulain. Sur notre plateau, Jean-Luc Delarue avait mis Thierry au défi de faire rire notre public. Je vous en prie, Thierry, alors. Ah non, monsieur. C'est dommage. Non, mais sans vous forcer. Ou alors autre chose, si vous voulez. Un défi auquel Thierry ne s'était pas du tout préparé. Bon, ben au plat, hein. C'est Thierry de Thierry Eichholzer, de Mulhouse. Bon, si vous pouvez m'appeler Eichholzer, hein. Non, parce qu'en... Kopte Camino Ramos, je vous ai pas dit. En stand-up, faut toujours dire son nom avant. Des fois qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé de spectacle. Ah, c'est vrai, hein. Non, parce que bon, là, c'est le premier stand-up. Ah, ça, Thierry Eichholzer. 6 ans plus tard, dans la vallée de la Loire. Depuis 2 ans, Thierry Marquet a abandonné la capitale pour s'installer à Angers. Quitter Paris pour un humoriste, je pense que c'est pas si grave que ça, surtout que moi, depuis 2-3 ans, je commence à avoir vraiment le réseau des théâtres. Je m'étais dit qu'il fallait que je mette les bouchées doubles aussi pour trouver des dates. Et en fait, depuis que je suis à Angers, je tourne beaucoup plus que quand j'ai eu à Paris et que j'attendais que ça tourne. Souvent à Paris, on paye pour jouer. Et en province, en fait, les théâtres vous accueillent et vous choisissent pour que vous jouiez chez eux. Et si aujourd'hui Thierry prépare sa valise, c'est pour le show qu'il va donner ce soir dans un resto-théâtre. Et c'est Sandrine, la directrice de la programmation, qui l'accueille. Ça va? Ouais. Bien. Super, ouais. Oui. Bah écoute, on est complet encore. Ah bon? Ouais, c'est cool. Et alors, comme d'habitude? Bah comme d'hab, hein, les gens arrivent à partir de 19h, 19h15. Ils vont manger et puis bah tu t'attends dans les loges là-haut, puis 21h30 scène. D'accord, bon ben merci chef. Bah de rien. Cela fait 3 ans que Thierry joue son spectacle, c'est marqué dessus. Et à chaque représentation, les mêmes rituels.
Alors voilà, là je retrouve mes accessoires, tu vois. Donc, tout humoriste a ses accessoires et moi c'est vrai que pour mon one man show, ce qui est pratique c'est que ça tient tout dans un petit sac à dos, donc il n'y a vraiment pas grand chose. Une boîte de bonbons, des lunettes pour faire le sketch sur le poker, l'ardoise du mentaliste et un pistolet à eau. C'est important de vérifier justement les accessoires parce que ça m'est déjà arrivé de monter sur scène, de croire que tout est prêt et là tu veux faire un effet et il te manque le truc et t'as l'air con, hein, je peux le dire. Voilà. Les préparatifs terminés, Thierry est rejoint par Leïla, sa compagne. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais. Elle est bien cette veste? Ouais, c'est bien. Tu commences par quoi? Par le bris. Ah, ben je commence par le brigadier. Ah bah c'est pas la bonne veste. Ah oui, c'est vrai. Change. Depuis 2 ans, Leïla, elle aussi humoriste, met en scène son spectacle. Bah tu sais bien, dans le noir et tout, t'attends bien le silence et tout, et dès que tu sens, t'es paf, t'envoies un gros bond là, histoire que tout le monde sursaute. Ça va le faire. D'accord. Avec Leïla, ça a ses avantages quand même, parce que du coup, je suis encore plus souvent avec elle. Avec Thierry, on a vraiment établi les règles, et en fait, ce qui se passe dans notre vie, c'est pas ce qui va se passer au boulot. Elle me donne beaucoup de conseils, parce que c'est vrai que quand on est sur scène, on se voit pas, et elle est toujours là pour avoir justement cet œil et voir ce qui va pas. Je suis hyper fière de lui et de son travail. Je trouve que c'est quelqu'un qui se remet toujours en question dans sa vie professionnelle, toujours en train de se dire qu'est-ce que je pourrais trouver pour être encore mieux. 21h15, le show va commencer. Le moment est venu pour Thierry de s'isoler. Le public est au rendez-vous, hein, c'est complet ce soir. Je t'avoue que c'est pas toujours complet partout où je passe. Maintenant, faut se lancer, hein, donc j'y vais. J'ai un peu le trac, je t'avoue. C'est vrai, parfois on a envie de jouer quelque part et on se voit contraint d'annuler. Hein, je pense à Franck Ribéry notamment. L'année dernière, privé de Coupe du Monde, problème de dos. Pas de chance, hein. Il avait déjà un problème de face et de profil. Quand je suis sur scène, je ressens beaucoup de plaisir en fait. C'est très important pour moi d'être hyper proche du public, parce qu'en plus j'ai un spectacle qui est assez interactif. C'est le Resto Théâtre d'Angers, là, ils m'ont demandé de faire un spectacle d'1h10. Il manque une grosse demi-heure, quoi. Je préfère jouer 10 fois dans une salle de 50 places qu'une fois dans une salle de 500, parce qu'il y a une proximité avec le public qu'il n'y a pas dans les grosses salles déjà. Donc c'est vrai que c'est hyper intime, j'ai l'impression d'être dans mon élément, quoi. Vous avez l'air très critique. Pardon? Vous avez l'air très critique envers vous-même. Je vous ai regardé, vous regardez et... Non, si, ouais, c'est vrai, je suis assez critique, oui. On sent pas une grande adoration de vous-même, par vous-même. Normalement, c'est ce qui est propre aux humoristes, mais non, mais j'essaie toujours de me remettre en question, en tout cas, et puis après la réponse, on l'a sur le plateau, quand on est sur scène, si les gens rigolent ou pas, quoi. Et ils rigolent alors? Ils rigolent quand même. Bon. Quelles avaient été les réactions des téléspectateurs suite à votre prestation? À celle-là ou celle en 2009? Oui. Eh bien, non, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de messages sur Facebook, notamment. Sympa? Oui, des messages sympas, oui, où les gens, justement, sentent que je suis un peu timide, que je suis un peu réservé dans la vie. Ouais. Et qu'ils avaient apprécié cette simplicité, en gros. Après, j'avais fait un festival d'Avignon juste derrière, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient venus à Avignon grâce à l'émission. Et puis surtout mes parents étaient super contents de me voir faire des émissions comme Toute une histoire avec Delarue. Et c'est vrai qu'après, pendant longtemps, ils me demandaient quand est-ce que tu fais Vivement Dimanche, quoi, tu vois. C'est un peu le raisonnement. Comment vous avez croisé la route de Laurent Ruquier? La route de Laurent Ruquier, en fait, moi j'étais à un festival d'humour à l'Alpe d'Huez, où vous étiez, Sophie d'ailleurs, mais c'était il y a hyper longtemps, c'était en 2000. Ah non, moi j'y étais pas. Si. Ah non. Si, j'ai des photos. C'est passé des choses Si, vous y étiez, je suis sûr. Non, vous confondez avec Evelyne Delia. Non, c'est pas possible. Non, mais en fait, j'ai rencontré l'équipe de Laurent Ruquier. Festival d'humour de l'Alpe d'Huez, vous avez jamais été? Non, je suis jamais allée. Ah bon, d'accord. Non. C'est peut-être dans une autre dimension ou... Non, c'était peut-être Sharon Stone. Bon, bref. Non, je ne sais pas. Je crois pas, hein, ou alors je perds carrément la mémoire.
En gros, j'avais rencontré l'équipe de Laurent Ruquier qui était là pour Europe 1 à l'époque. Et moi, j'étais juste stagiaire dans le festival. Ouais. Et en fait, je leur avais demandé comment est-ce qu'on fait pour passer à la télé, enfin pour faire de la télé. Et Laurent m'avait gentiment dit, écoute, c'est une boîte de prod qui s'occupe de nous, c'est la même boîte de prod que Ardisson. Donc moi, j'étais rentré à Paris et j'avais appelé la boîte de prod en leur disant, oui, Laurent Ruquier veut absolument que je fasse un stage chez vous. Ce qui n'était pas vraiment vrai. Et ils m'ont accueilli et puis en fait, je me suis retrouvé à la Doc-Image de Tout le monde en parle, l'émission d'Ardisson à l'époque. Ah bon Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à être à tout sur l'écran d'ailleurs. J'étais en open space et tout, je faisais un peu le con et puis en fait les réals me prenaient pour faire des sujets en caméra cachée en tant que complice de Dan Bolander ou des autres chroniqueurs qui à l'époque faisaient des caméras cachées. Et donc vous les avez fait marrer. Et je les ai fait marrer et puis après ça j'ai dit à Catherine à l'époque, à Catherine Barma que Michael Youn me voulait pour le Morning Live. Donc elle m'a dit non t'inquiète pas, on va te garder, tu vas faire tes propres sujets. En fait, j'avais un peu de culot. Et puis chaque après, fois, c'est bidon. Non, non, mais c'est pas que c'était bidon, c'est qu'après, fallait trouver des solutions. Moi, j'avais envie de faire de l'antenne. Et c'est comme ça que j'en ai fait après. Mais après, ils étaient très contents de ce que je faisais. Donc, l'essentiel, c'est que tout le monde soit content. Comment vous procédez pour écrire vos sketchs, concrètement? Alors, comment je procède pour écrire mes sketchs? En fait, j'ai 3 co-auteurs, qui sont Marco Panzani, Jeff Didlot et Christian Couret. Là, j'en ai un 4e qui arrive et il y en a... Enfin bref, j'ai plusieurs auteurs. On écrit en fait, je pars d'un thème. Et après, on s'envoie le texte et c'est une écriture à plusieurs mains, en fait, quoi. On essaie de faire un truc hyper efficace autour d'un phénomène de société. Parce que moi, je m'occupe surtout des phénomènes de société. Alors, par exemple, votre prochain spectacle, vous pouvez nous en dire plus? C'est sur les tatouages et les lumières dans le ciel. Je peux t'écrire 2-3 trucs. Non, mais mon prochain spectacle, en fait, c'est vraiment ça traite vraiment de l'actualité. C'est sur les phénomènes de société, comme le covoiturage, tout ce qui est un peu nouveau, la cigarette électronique, le mentaliste, tous les sujets qui intéressent plus ou moins les gens aujourd'hui, mais dont on va parler dans les prochaines années. Donc j'essaie d'être un peu à la jeunesse de ces sujets, quoi. Quel regard vous portez sur votre parcours? Écoutez, je suis assez fier parce que en fait, j'ai pas de producteur, j'ai pas de tourneur, et en fait, j'arrive à jouer tous les week-ends dans une autre ville. Donc j'arrive avec mon site internet à m'occuper tout seul de moi. Après, je crache pas sur le fait d'être produit un jour par un gros producteur qui met des 4x3 dans le métro et qui met au point virgule. Je crache pas dessus, mais pour l'instant, ma vie me va très bien comme ça. Je suis hyper content de jouer tous les week-ends et voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez envie de délivrer comme message aujourd'hui? Ce que j'ai envie de délivrer comme message, c'est que les gens se basent quand même beaucoup sur la télé aujourd'hui. Et il y a plein d'humoristes en fait, j'ai envie de dire aux gens de vraiment d'aller au théâtre, que l'humoriste soit connu ou pas, que les gens se déplacent et aillent voir ce qu'il y a. Parce que franchement, je pense à des cafés-théâtres comme l'Espace Gerson à Lyon, le Bacchus à Rennes, la Compagnie à Nantes, la Luna Negra à Bayonne, je pourrais en citer plein. Dans chaque ville, il y a un théâtre et ils programment des humoristes qui sont vraiment bons. Il faut vraiment faire confiance aux programmations qui sont faites dans votre ville, même si on n'est pas connu, ça peut être drôle. À Rennes, il y en a un? À Rennes, oui, c'est le Bacchus, je viens de le dire. Bacchus, c'est un célèbre bar à vin de Rennes, je crois. Oui, exactement. Et ça fait 20 ans qu'ils sont là. Et franchement, c'est un théâtre où il y a du monde du mardi au samedi. C'est pas des grosses salles, mais il y a une ambiance très conviviale. Et moi, j'adore ça. Et à Bordeaux? À Bordeaux, il y a rien à Bordeaux. Enfin, il y en a sûrement, mais je le connais pas. Il n'y a rien à Bordeaux. Non, mais ça, c'est drôle que vous me c'est disiez. bizarre, parce que c'est Si, mais après, vous êtes de Bordeaux? Bah oui. À Bordeaux, si, je crois. Si, mais il y a des... Non, je les connais pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais vous demander de signer tous les deux le grand livre de l'histoire continue. Merci. Bon, j'insiste pas alors, Samuel. Vous ne me montrerez rien. Pas au chapitre. Très bien. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Merci. Dans notre prochain épisode, nous retrouverons le prince Charles-Henri. Je suis responsable aujourd'hui de 5 châteaux. Il doit y avoir quand même une princesse. Possible, Pas encore. Mais comment ça se fait? J'ai pas encore trouvé. Et Pierre, l'ancien chauffeur du président Mitterrand. Quand on montait dans la voiture et que je lui racontais mes conquêtes de la veille, il rigolait. Je lui parlais librement comme un ami. C'était le père que je n'avais pas. Aujourd'hui, ces deux hommes se sont lancés un défi ambitieux. Je me suis mis comme mission de vouloir sauver cette église. C'est important de restaurer ce patrimoine local. J'ai lancé ce projet, on était 15 adhérents. Aujourd'hui, on est 180 adhérents.
Pour découvrir la suite de leur histoire, rendez-vous dans le prochain épisode de l'Histoire continue.